Des bougies ont été allumées pour dire non à la xénophobie en Afrique du Sud. Des centaines de personnes se sont mobilisées dans le centre de Johannesburg pour protester. Au Niger, l'accès à l'eau reste un véritable calvaire pour les populations de la ville de Zinder, une situation pénible à vivre en cette période de canicule dans le pays. Le Bénin vibre au rythme de la fièvre électorale. À moins d'une semaine des législatives, tous les moyens sont mis à contribution par les candidats pour une campagne réussie. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Mardi soir, des centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Johannesburg pour une veillée à la chandelle. Des bougies disposées pour représenter la forme du continent africain ont été allumées et la foule s'est recueillie pour dire non à la xénophobie suite à une vague d'attaques anti-immigrants qui a fait 7 morts en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, après les attaques xénophobes, place à la réplique pacifique. Des appels au calme et surtout des prières comme celle de la veillée de bougies se sont multipliées depuis pour protester contre les sentiments de xénophobie en nette progression. Pour les organisateurs et participants à ces actions anti-xénophobie, le message reste le même. Les Africains sont des frères et donc condamnés à vivre ensemble. Je me sens tellement désolée pour les familles touchées par la xénophobie. Ça affecte tous les Sud-Africains. Nous avons tous la responsabilité de reconnaître ce qui se passe et de le condamner et de dire non à la xénophobie. C'est pour ça que je suis là. De voir mon peuple s'attaquer, c'est notre peuple au final. Parce que c'est l'Afrique. De voir l'Afrique attaquer l'Afrique, c'est inacceptable. Parce que c'est notre maison à tous. À quelques jours de la fête nationale prévue pour le 27 avril, date qui marque le 21e anniversaire du droit de vote des Noirs, le gouvernement s'évertue à rétablir la situation au plus vite et ainsi que la réputation du pays. Les violences ont fait plusieurs milliers de déplacés, dont 900 personnes ont décidé d'être rapatriées. Alors que Pretoria mise sur le tourisme et a pris l'habitude de se servir de l'image de Nelson Mandela comme étendard diplomatique, ces violences sont un coup dur économique et diplomatique. C'est aussi le cas de Durban, ville côtière calme et attrayante, mais dont les violences sont en train de ternir l'image, elle qui envisage d'accueillir les Jeux de Commonwealth de 2022. Près de 400 personnes ont été rapatriées au Malawi, d'autres au Mozambique ou encore au Zimbabwe. Fuyant les émeutes xénophobes qui ont fait 7 morts en Afrique du Sud, elles espèrent retrouver la paix chez eux. Reportage. C'est dans une ambiance lourde que 6 autocars, après 3 jours de voyage, ont fait leur entrée dans le grand stade de Blantyre, la capitale économique du Malawi. À bord, quelques 390 Malawites jurant de ne jamais retourner dans un pays où ils gagnaient pourtant plutôt bien leur vie selon leurs critères. Je sais que 2 personnes ont été envoyées à l'hôpital. L'un a été blessé par balle à la poitrine, l'autre est dans le plâtre. Ils sont mécontents de la situation, ils sont même désespérés. Et il suffit de regarder pour comprendre que leur situation est loin d'être idéale. Il faut vraiment que nous apportions tout le soutien possible. Il y aurait en Afrique du Sud plusieurs centaines de milliers de Malawites travaillant entre autres dans les mines comme domestiques, nourrices, jardiniers, tailleurs. Il leur est souvent reproché de voler le travail des Sud-Africains dont le quart est au chômage. Les violences xénophobes ont secoué ces 15 derniers jours les agglomérations de Durban et de Johannesburg. Une information en bref à présent, les proches des 116 victimes de l'avion d'Air Algérie tombé en juillet se sont recueillis sous haute protection sur le site du crash dans l'instable nord du Mali. D'après les premières investigations du bureau d'enquête et analyse français, la non-activation d'un système anti-givre par l'équipage a provoqué le ralentissement de l'aéronef, provoquant ainsi son décrochage puis le crash. 54 Français et 23 Burkinabés sont morts dans la catastrophe. Les autres victimes venaient du Liban, d'Algérie, d'Espagne, du Canada, d'Allemagne et du Luxembourg. À Zinder, l'accès à l'eau reste un véritable calvaire pour la population en cette période de canicule au Niger. L'eau ne coule presque pas du tout au robinet. Une situation difficile à vivre pour les habitants. Reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Dans les robinets à Zender, l'eau ne coule presque pas du tout. Il faut se réveiller très tôt et faire la queue pour avoir de quoi satisfaire ses besoins immédiats. C'est un problème qui date de plusieurs décennies, surtout en période de chaleur. Zender a la particularité de ne pas disposer d'un sous-sol riche en eau, permettant de satisfaire rapidement les besoins de la population. Voyez-vous, les premiers investissements datent de 1950, où on a réalisé un barrage au niveau de Gogo, à pratiquement 18 km de la ville de Zender, pour pouvoir véhiculer l'eau et satisfaire une population de près de 100 000 habitants dans le passé. Aujourd'hui, avec l'accroissement démographique, c'est l'unique champ de captage. La pression a fait en sorte qu'il fallait mener d'autres investigations pour pouvoir solutionner les difficultés. Au niveau des bornes fontaines de la ville, ce sont de longues files d'attente. Quand l'eau arrive au robinet, personne n'a droit à 2 bidons. Il faut que tout le monde soit servi d'abord. La population en souffre et exprime son ras-le-bol. L'eau n'arrive au robinet qu'aux environs d'1 heure, voire 4 heures du matin. Et quand on n'a pas la chance, l'eau ne coule même pas de la journée. L'accès à l'eau potable est un véritable calvaire ici à Zender. Cela fait 2 jours que l'eau n'a pas coulé à mon robinet. Quand enfin on a l'eau, il est difficile de remplir 5 bidons. On obtient à peine 2 bidons. Le problème est en passe d'être réglé. Des mesures ont été prises et cela est juste une question de temps, assure le directeur régional de l'hydraulique. Les autorités de la 7e République ont envisagé la réalisation d'un projet aussi important que les 2 champs de captage pour pouvoir de façon durable solutionner le problème d'eau dans la ville de Zender. Il s'agit du champ de captage Nord-Ganaram, dont les travaux avancent aujourd'hui très bien. En attendant, le calvaire se poursuit pour la population de Zender, une situation qu'elle vit difficilement en cette période de canicule. Au Bénin, à moins d'1 semaine des législatives, le pays vibre désormais au rythme de la fièvre électorale. Tous les moyens sont mis à contribution par les candidats pour une campagne réussie. Joël Yetondi pour le constat. Des affiches de tout genre à l'effigie des différents candidats en lice pour les législatives. C'est ce qui frappe désormais à l'œil à chaque coin de rue et au niveau des carrefours de la plupart des grandes villes du Bénin. Preuve tangible de la campagne électorale qui bat son plein. Arrêt-bus, tronc d'arbres, plus aucun espace n'échappe à la position des affiches. Au milieu d'elles trône ce géant poster. Thomas Boniyahi prend le devant de sa troupe pour les législatives. Le chef d'État béninois n'essaie pas de la compétition, mais il y accorde beaucoup de prix. Tchabi Yahi, l'un de ses fils, l'est et compte sur la couche juvénile pour tirer son épingle du jeu. Le seul vote utile, c'est le vote FCBE. Parce que FCBE a eu à faire des choses et que FCBE va continuer à faire. Pour l'Alliance politique au pouvoir, les FCBE, le défi est à décrocher tout au moins 50 des 83 sièges disponibles. Il nous faut avoir au-delà de la majorité des sièges pour que nous puissions peser, pour pouvoir continuer de demeurer la mouvance de demain. Du côté de l'opposition, on n'entend non plus faire dans la dentelle. Au niveau du PRD, parti originel du principal adversaire de Boniyahi lors de la présidentielle de 2011, c'est Adrien Oumbedi en personne qui tient le gouvernail. Il est de la course pour le renouvellement de son siège à l'Assemblée nationale. Mais votez et votez pour chacun de nos candidats. Dans notre circonscription, il y a 5 sièges à pourvoir. Tous doivent nous revenir. Ce sera la réponse idéale à apporter à nos adversaires politiques. Dans la même veine, aucun des 18 autres partis et alliances de partis ne lésine sur les moyens. Chacun rêve de rafler le maximum de sièges. Pourquoi aurait-il besoin de 50 députés, de 70 députés, s'il voulait respecter la loi, s'il voulait respecter la Constitution? Il ne veut pas partir. La punition électorale, c'est maintenant. C'est le vote que chacun va émettre. Il est vraisemblable que si les choses se passent de façon transparente,
il y a un groupe qui aura 50 députés. Mais ce n'est pas celui qui l'a annoncé. Convaincre, œuvrer à rallier le grand nombre d'électeurs à sa cause, chacun des candidats peut continuer à batailler dans ce sens jusqu'au 24 avril, date de clôture de la campagne électorale. Les électeurs, eux, sont appelés à exprimer leur suffrage le 26 avril. Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives a par endroits été ponctuée d'écarts de langage et d'invectives. Très au fait de l'actualité, les leaders religieux, toute obédience confondue, appellent les différents acteurs politiques à la retenue et au sens du patriotisme et de fraternité. La réaction de quelques-uns au micro de Joaillier Tondi et Floris Dossa. Les autorités de notre pays que les élections sont un jeu. Il y a des règles de jeu qui sont établies et c'est toujours bien de respecter ces règles-là, d'éviter par exemple les joutes verbales, des propos haineux, parce que nous sommes tous béninois et le pays est un et indivisible. Et nous allons nous retrouver après les élections, comme j'aime à dire à mes fidèles chrétiens, nous sommes frères avant les élections. Nous serons des frères pendant les élections et nous demeurons des frères après les élections. Chers frères, chères sœurs, votez dans la paix. L'avenir de nos enfants dépend de cette paix-là. Je ne passe pas rien à la maison dormir. S'ils ont reçu, c'est Dieu qui veut. S'ils n'ont pas reçu, c'est que prochainement il va reçu. On entend beaucoup de choses. Ça ne nous honore pas dans le monde entier. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Il y a les choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Il y a les choses qu'on ne peut pas faire. Et dire à notre président de la République, le père de la nation, de ne pas écouter, on a dit ON. Ça touche tout le monde. Il faut qu'en ça, tout le monde ramène la balle à terre. On ne mange pas dans la guerre et dans la haine. Au moins 1750 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Des tragédies qui multiplient par 30 le nombre de morts par rapport à la même période l'an passé. L'Organisation internationale des migrations en a fait la déclaration mardi. La majorité d'entre eux partent parce qu'ils ne voient pas d'opportunité dans leur pays d'origine pour y rester, pour avoir une vie normale, avoir un boulot qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Donc je pense que c'est très important pour avoir un vrai plan de s'attaquer aux causes qui génèrent ces mouvements. Le niveau de frustration de ces gens les pousse à risquer leur vie dans ce voyage, même s'ils connaissent les risques. Donc leur niveau de désespoir est immense. Je pense qu'il est très important d'incorporer cela dans un plan plus général. Des programmes de développement pour les régions qui génèrent beaucoup de migrations irrégulières. À ce moment précis, l'an dernier, en 2014, nous avions compté 96 morts en Méditerranée. Ça ne veut pas dire que c'était le chiffre exact, mais c'est celui que nous avions relevé. Aujourd'hui, nous avons compté 1727 morts pour un nombre total de 21 000 personnes qui sont arrivées. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.